Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le Mercatalk, le rendez-vous de l'été où l'on discute du mercato de l'Olympique de Marseille. Je suis aujourd'hui en compagnie de Clément Chailloux. Salut Romain. Le correspondant, le Parisien aujourd'hui en France, à Marseille. On a décrypté toute la saison. Tu nous rappelais que dès le début, dès les premiers talks l'an dernier, tu avais dit que ça pouvait être la saison de Florian Thauvin. Tu avais vu juste, bravo. Il y en a d'autres autour du plateau. Rappelle-moi de qui tu avais parlé. Qui n'avait pas eu cette réussite. On embrasse Zinedine Machache, qui n'a malheureusement pas fait la saison qui était programmée. Voilà, on va le dire comme ça. À tes côtés, en face de toi même, Arnaud Chabert, le préparateur physique de Consola. Salut Arnaud. Bonjour Romain. Qui démarre plutôt bien sa préparation physique. Tu nous avais fait un petit point sur le Phocéen, sur les prépas physiques, les dangers et les enjeux de ces matchs de préparation. Pour Consola, ça se passe bien. Vous avez gagné Lyon-la-Duchère, 3-2, avec 2 buts de David Gigliotti. C'est quand même pas mal, hein, un joueur de 47 ans qu'on arrive comme ça à remettre sur pied. C'est top, c'est une belle performance quand on est préparateur physique. Non, c'est intéressant de travailler avec ce genre de joueur au quotidien. C'est un défi de tout instant. Donc, non, c'est positif. C'est positif. Un défi de tout instant, David. Elle est pour toi, celle-là. Messieurs, on est là pour parler du mercato de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a un poste où ça fait rêver, un poste qui regroupe toutes les attentes et les vôtres, bien évidemment. C'est celui d'avant-centre. On va parler, bien sûr, messieurs, d'Olivier Giroud. Alors, ça s'est passé il y a quelques heures. Alexandre Lacazette a marqué son premier but avec Arsenal. C'est pour le premier match de préparation. Et alors je vous invite à voir, on a mis la vidéo du but sur le compte Twitter du Phocéen grâce au bienveillant Rémi Chabert, et vous pouvez voir la gueule d'Olivier Giroud quand il voit Lacazette marquer. On a presque l'impression, on a envie d'y croire et de s'enflammer un peu, mais est-ce que c'est juste de l'enflammade, Clément? Est-ce que Giroud pour l'OM, ça reste quand même impossible? Ouais, c'est pas parce qu'il est mécontent de l'arrivée de Lacazette qu'il va filer à l'OM pour autant. Après le dossier Giroud, c'est vrai que cet hiver, on avait déjà un petit peu parlé au mois de décembre, et lui n'était absolument pas intéressé, non seulement par un départ d'Arsenal, mais en plus par un départ de l'Angleterre. Il voulait rester en première ligue quoi qu'il arrive. Il avait prolongé en janvier, si je dis pas de bêtises. Et il semblerait que ces derniers jours, sa position a peut-être un peu évolué, peut-être disposé à aller voir ailleurs. Si jamais Alexis Sanchez venait à rester à Arsenal, en plus de Lacazette, ça ferait vraiment beaucoup pour lui. Après, s'il s'en va d'Arsenal, c'est pas dit qu'il quitte la Première Ligue, qui est un championnat qu'il aime et qui lui va plutôt bien. Oui, on parle notamment d'Everton, où il y a son ami Morgan Schneiderlin. Est-ce que pour toi, on parle d'une somme, Arnaud, de 40 millions d'euros pour Giroud, alors que les autres attaquants cités, Jovetic, Baka et d'autres, ce sont une fourchette autour de 20-25. Est-ce que pour toi, Giroud justifie un investissement quasi double? On sait très bien que, comme le décrivait la situation Clément, la demi-seconde où il envisagera un départ, il faudra se présenter, être très persuasif, donc arriver avec ces tarifs-là. Après, je trouve que au niveau des tarifs un petit peu des joueurs, c'est assez aléatoire, il me semble. C'est un profil assez atypique, donc du coup, c'est un profil qui n'y a pas beaucoup sur le marché. Justifié ou injustifié, je sais pas, mais par contre, pour moi, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui s'est énormément peaufiné un petit peu en Angleterre sur sa lancée montpelliéraine. Et du coup, je pense qu'un retour en France pour lui sera difficilement envisageable. Oui, on parle aussi par exemple du Borussia Dortmund intéressé. On imagine bien que derrière Arsenal, il fera comme tous, comme les Drogba et autres. On parlera d'un retour pour lui en France quand il aura 35 ou 36 ans. Autre dossier, messieurs, Moussa Dembélé. Là aussi, tu parlais, Arnaud, d'un profil atypique. Lui, c'est un profil atypique en raison de son parcours. Jeune élément du PSG, parti à Fulham, puis au Celtic Glasgow, où il a empilé les buts. On parle de lui dans les grands clubs européens, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu de temps que ça dure, et sans vraiment l'avoir vu à l'œuvre. J'ai envie de faire un parallèle, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, de Neymar quand il était à Santos. On en parlait énormément, mais on ne savait pas ce que ça valait dans un grand championnat européen.
Est-ce que Moussa Dembélé, ça peut être le même pari réussi que Neymar, Clément? Ça peut être chouette. Moi, c'est un joueur qui me plaît bien. Pour le coup, je l'ai vu jouer en Ligue des Champions. Voilà, je l'ai pas vu jouer au quotidien en Écosse, c'est certain, mais en Ligue des Champions, contre Barcelone, notamment, il avait un niveau plus que correct. Il tenait largement le coup lors de grosses affiches. Donc, on se dit à partir de là, sûrement qu'en Ligue 1, il devrait y arriver. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Après, il faut voir si c'est faisable. Encore une fois, normalement, le parcours classique des joueurs qui brillent en Écosse, c'est de filer dans des gros clubs de Première Ligue juste derrière, ou des clubs moyens de Première Ligue. Ou même des petits clubs de Première Ligue. Des petits clubs de Première Ligue. Donc voilà, je ne sais pas aujourd'hui où en est la concurrence sur ce dossier. Les clubs anglais, pour le moment, n'ont pas été très très actifs dans ce mercato. Il faut voir s'ils se réveillent au mois de juillet, là, voir ce que ça va donner. Mais moi, le profil me plaît bien, oui. Est-ce que, Arnaud, c'est aussi une bonne pioche, un bon profil, parce que l'OM peut tenter ce type de pari, Moussa Dembélé, parce que derrière, il y a par exemple un Valère Germain qui peut aussi être là et puis occuper ce rôle d'attaquant. C'est pour ça, au final, que l'OM s'enlève un peu de pression. Il faut quelqu'un, c'est sûr, mais on peut prendre un peu un risque parce qu'on a un plan B qui est mieux qu'un plan B. Après, ça dépendra du système un peu qui va être adopté. J'ai vu que la tendance était vers un 4-3-3. Après, il peut y avoir aussi deux attaquants. Germain est un attaquant très complémentaire, plus qu'un attaquant seul. Donc un deuxième profil, on parlait de Giroud qui pourrait être une complémentarité. On parle de Moussa Dembélé qui pourrait l'être aussi. Je pense pas que ce soit de la trempe de Neymar, comme tu disais, par rapport à... Mais si les clubs ne se positionnent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi pas nous, dans le sens où ça serait peut-être la seconde étape de sa carrière qui pourrait l'amener plus haut. Avant l'éclosion, sachant que le projet est intéressant, le nouveau projet de l'OM est intéressant maintenant. Autre profil en attaque, c'est Nikola Kalinic. Alors là, c'est peut-être, voilà, on parlait de la complémentarité avec Germain, ça rentre tout à fait là-dessus. Il est plutôt grand, c'est un international croate, plutôt grand, très adroit de ses pieds, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un profil un peu, on va dire, c'est du Edin Dzeko accessible encore que la Fiorentina en demande 25-27 millions d'euros. Le Milan AC est sur le coup, donc il va peut-être avoir un jeu de chaise musicale avec Bacca. L'intérêt supposé de l'OM pour Kalinic, c'est pour mieux voir le dossier Bacca se décanter, tu penses, Clément? Ça peut être ça, ça peut être une simple prise de renseignements voilà, pour sonder le marché, pour voir où en sont les tarifs en Italie notamment. Voilà, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de discussion avec le joueur pour le moment, c'était vraiment une simple prise de renseignements. Et comme tu disais, voilà, c'est un joueur plutôt physique qui, pour le coup, dans le cas où tu joues à deux attaquants, serait complémentaire avec Germain, qui est plutôt petit, joueur de remise, etc. Voilà, Kalinic, c'est plutôt le déménageur à la Dzeko devant, qui n'est pas maladroit pour autant. Donc oui, pourquoi pas. C'est un joueur sur corner, par exemple, sur coup de pied arrêté, qui peut être très intéressant. Quand on est dans une équipe avec, par exemple, un Dimitri Payet, un Maxime Lopez, c'est une donnée qui compte aussi. Il faut avoir un joueur présent dans ce domaine-là. Bah surtout, comme on a vu là, avec un Payet qui pourrait évoluer sur un couloir, avec un Thauvin qui prend énormément le couloir et qui utilise un peu plus son pied droit pour centrer, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, la complémentarité avec un Germain, oui, mais on manquerait quand même de profondeur, puisque Germain, comme tu disais, est aussi un joueur qui joue beaucoup dans les pieds. Et donc à voir si à terme ça pourrait fonctionner. C'est difficile en France de ne pas avoir de joueurs offensifs avec un gros gabarit vu la taille des défenses adverses. On sait que c'est vrai qu'il y a des Yoris Gnagnon un peu de partout. Ouais. Et puis tu as Payet et Thauvin sur les côtés qui sont pas des joueurs très très performants de la tête. Valère Germain, c'est pas non plus sa spécialité. Donc il faudrait peut-être ajouter un peu de taille offensivement, faut voir. Bah, la Ligue 1, c'est pas la Ligue 1. Les attaquants qui s'en sont sortis un petit peu, tu prends Cavani, c'est quand même un joueur robuste, c'est un joueur qui a pas peur d'aller affronter les défenses. Falcao malgré tout non plus, maintenant qu'il s'est remis un petit peu de son genou. Lacazette c'est pareil, et puis au pire des cas, voilà, c'est des attaquants assez robustes. Johnny qui a flambé un petit peu, qui est un peu moins huppé. Ah oui, Steve Mounier, on regarde, ils ont tous ce point commun du physique. Ils sont tous assez robustes, donc c'est vrai que nous avec notre Germain pour l'instant en seul et NJ, c'est des joueurs assez frêles, c'est un peu délicat.
Tiens, un joueur robuste, le seul souci c'est qu'il ne joue pas attaquant, c'est Bakary Sagna. On en a beaucoup parlé en début de mercato. Là, c'est plus trop d'actualité puisque l'OM a d'autres priorités. On parlait de l'attaque, il y a aussi la défense centrale. Mais tiens, Bakary Sagna, est-ce que, je rappelle qu'il est libre après son départ, c'est 3 saisons à Manchester City. Est-ce qu'un Bakary Sagna qu'on dit aussi convoité par des clubs turcs, des clubs anglais de seconde zone, je m'excuse auprès des fans de Crystal Palace et West Bromwich Albion, est-ce que Bakary Sagna, pour vous, il faut pas attendre la mi-août pour s'intéresser au dossier ou on verra, il y a des jeunes aussi à l'Olympique de Marseille? Je suis plutôt pour attendre, on verra. Il faut déjà débloquer des dossiers qui sont prioritaires, voir combien tu dois payer ton attaquant, combien tu dois payer un éventuel nouveau milieu relayeur, un défenseur central en plus. Et après, voilà, il faut voir l'enveloppe salariale restante parce que Sagna, même s'il est libre aujourd'hui, il va même demander, s'il a un certain voilà. âge, il ne viendra pas pour des cacahuètes, à mon avis. Donc, pour moi, c'est pas une priorité. On a Sakai en latéral droit qui fait le travail. Maintenant, tu as Camara aujourd'hui qui peut dépanner à droite, qui peut même complètement jouer à droite même. Je serais plus pour si tu dois recruter à droite, recruter un jeune pas trop cher avec un salaire pas trop élevé et le faire progresser en doublure. Ouais, d'appoint parce que Bakary Sagna, il va pas quitter Manchester City pour être remplaçant d'Hiroki Sakai à l'OM, même si Hiroki Sakai fait une bonne saison. Sagna, il va pas quitter pour être. C'est un élément magique. Ce qui peut le motiver, c'est la Coupe du Monde de 2018. On rappelle que derrière peut-être Djibril Sidibé, il y a toujours une place de doublure à prendre en équipe de France. C'est pas en étant doublure de Sakai à l'OM qui va y arriver. Il vient éventuellement pour être titulaire. Donc est-ce que Sagna, même un salaire raisonnable, tu le prendrais, Arnaud, à la place qui serait du coup fatalement devant Sakai dans la hiérarchie? Je suis pas forcément pour, dans le sens où déjà c'est des gros budgets, et puis on a un Sakai qui pour moi fait une très belle saison, et si Thauvin a pu faire cette saison, c'est en partie grâce à Sakai qui a dédoublé de manière constante, qui répétait les efforts, qui n'a pas baissé les bras, ouais. Qui n'a pas baissé les bras, mais qui au-delà de ça répétait énormément les efforts à haute intensité. Donc du coup, vis-à-vis de lui, déjà moi je trouve qu'il y a un fort potentiel. Il est jeune, Sakai. Oui, 26-27, ça ouais, reste voilà, mais moi je crois même, non, un peu plus 26 je crois, 25-26 je crois. Ouais, voilà, donc on est quand même dans une tranche d'âge où il y a encore de la marge de progression. Donc du coup, Sagna, non, j'en fais pas du tout une priorité. Enfin, j'en ferai pas du tout une priorité. D'accord. On passe, messieurs, au dernier dossier de cette grosse page. C'est Lucas Ocampos. Alors oui, on va se le faire chaque année. On a chaque année l'impression, à la même période de l'année, que c'est la saison de Lucas Ocampos. Une petite allumeuse, notre ami l'Argentin, puisque après, une fois que l'automne arrive, on reste un peu sur notre faim. C'est le cas, on va dire, on va utiliser cette formule pour être poli. Est-ce que vous y croyez cette fois-ci, ou est-ce qu'au final, c'est pas une manière plutôt habile de la part de Rudy Garcia pour valoriser, éventuellement vendre son joueur, plutôt que de faire comme à Lille, à Rennes, de faire un loft et du coup d'avoir ces joueurs-là à l'écart? Les joueurs dont on veut se séparer, on les garde, on les complimente au maximum, histoire d'intéresser les clubs. On a réussi à vendre Karim Rekik quand même, c'est génial, non? Il y a peut-être un peu de ça, il y a aussi le fait que les internationaux n'étaient toujours pas revenus, donc il fallait du nombre dans le groupe de préparation. Peut-être que Rudy Garcia tout simplement voulait voir ce qu'il vaut, puisqu'il n'a pas eu l'occasion lui de le coacher ou de le voir à l'entraînement. Après moi personnellement non, je crois pas vraiment en Lucas Ocampos. Là on le voit à l'aise contre des équipes qui sont quand même très faibles. Voilà, il arrive sur les matchs amicaux, il arrive à briller parce que techniquement ça reste un joueur à l'aise, c'est relatif, il marque des buts en touchant 2 fois le ballon à la réception d'un coup franc mais non, moi c'est vraiment pas un joueur sur lequel je miserais. Qu'il n'a pas passé d'intelligence de jeu, beaucoup trop irrégulier, il fait souvent les mauvais choix. Non. Même avis du côté de... Tu as parlé d'allumeuse, mais pour moi c'est exactement ça, c'est un joueur bling-bling un peu. On le voit avec le casque, on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Il a la même image sur un terrain pour moi. C'est vrai, c'est des fois un bon indice et ça n'indique rien de bon pour la signature à ce moment-là d'Adil Rami, parce que là aussi on est servi entre Adil Rami et Patrice Evra. Niveau réseaux sociaux à l'Olympique de Marseille, on va être blindés. C'est l'heure pour nous, messieurs, de passer au pourquoi pas nous. Le pourquoi pas nous, un très très bon concept, un exceptionnel concept du Phocéen.
Bon, une partie de l'émission, le Mercatalk. Je rappelle le principe, ce sont des joueurs, et je le précise à chaque fois, c'est très important, qui ne sont pas liés à l'Olympique de Marseille. C'est le produit de notre imagination. On voit des joueurs sur le marché et on se dit, tiens, ça peut correspondre aux besoins de l'OM. Donc, on en discute. Après, parfois, c'est déjà arrivé, ça se transforme en piste, voire en transfert. Et on en est ravis, si tant est que ce soit des réussites. On va voir si ce sera le cas pour les 5 joueurs aujourd'hui. Et le premier dossier, on en a déjà beaucoup parlé pour les précédents mercato, c'est Cheick-Ndoye, le milieu de Angers. Vous savez, ce colosse qui avait été un peu une surprise de la Ligue 1 en 2015-2016. Il est en fin de contrat avec le club angevin. Il a une proposition de prolongation. Il ne l'a pas activé pour le moment. Est-ce qu'il faut bouger ? Il a déjà un certain âge, 31 ans, mais dans un milieu de l'Olympique de Marseille avec Sanson, avec Lopez, où on dit généralement qu'il manque un peu de muscle, est-ce que Cheick-Ndoye pourrait être un peu la doublure du trio en intégrant aussi Luis Gustavo, ça vous séduit? C'est sans indemnité de transfert, Arnaud. Ben justement, l'année dernière, les rentrées de Zambo Anguissa apportaient un petit peu cet impact qui manquait, juste comme tu viens de le dire, ce muscle un petit peu qui manquait au milieu de terrain. C'est un profil un peu box-to-box, c'est un profil comme ça qui vient jouer avec son corps. Ça peut être intéressant pour compenser de temps en temps, selon les matchs, selon les équipes, ce manque d'impact au milieu. Clément, tu nous disais qu'il fallait voir après l'enveloppe de l'attaquant ce qui allait rester à l'Olympique de Marseille pour recruter à d'autres postes. Un Cheick-Ndoye gratuit, ça peut être une bonne idée au milieu? Moi, je suis pas extrêmement fan. Enfin, c'est un très bon joueur, mais que je ne vois pas du tout à l'OM par son profil. À la rigueur, il y a un an, quand l'OM était au fond du trou, tu vois, t'aurais proposé Cheick-Ndoye, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça fait un petit peu moins rêver, et comme le disait Arnaud, en impact physique, tu peux avoir Anguissa déjà sur le banc en doublure. Luis Gustavo, même s'il est extrêmement sec, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact physique, qui est très très accrocheur, et qui est vraiment là dans tous les duels. Et puis il y a Boubacar Kamara qui a été testé pour le match contre Vitorul, qui a été testé au poste de numéro 6, mais aussi au poste de relayeur en début de seconde période. Donc ouais, c'est pour ça, je pense que Ndoye, non, c'est pas la priorité. C'est un très bon joueur de Ligue 1 qui peut sûrement trouver un bon club de milieu de tableau, je pense, en France. Bordeaux, par exemple. Voilà. Par exemple, où ça se trouve, il va finir par signer un nouveau contrat à Angers aussi, c'est plus qu'envisageable, je crois. En tout cas, on lui souhaite une belle carrière. Voilà, on va le dire comme ça. On s'intéresse au poste d'attaquant, Lucas Pérez. On parle beaucoup des attaquants, on parle beaucoup de Giroud à Arsenal, mais si Giroud reste, si tous les attaquants d'Arsenal restent, vu qu'à Lacazette y a signé, il y en a bien qui va finir par partir. Ça pourrait être Lucas Pérez qui s'était montré à son avantage avec la Corogne. Il a signé l'an dernier en fin du mois d'août à Arsenal. Faut reconnaître que ça s'est plutôt mal passé pour lui. Il a joué essentiellement des matchs de coupe, vous savez, les matchs de FA Cup contre les 3e divisions où il y a des replays parce qu'on arrache des nuls à la dernière minute. Voilà, ça c'était les matchs Lucas Pérez. Il n'est pas parti avec le groupe en Australie pour le stage de pré-saison, ce qui veut dire qu'il est clairement sur le départ. Est-ce que ça vous intéresse, ça, comme attaquant à la pointe de l'attaque, sachant que c'est un profil intéressant, il est rapide, il est technique, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer dans l'axe, ou est-ce que ça se rapproche finalement trop peut-être à ce moment-là de Valère Germain? Ça s'en rapproche peut-être un peu par le profil, mais surtout là l'OM cherche un attaquant qui pourrait lui faire passer un cap, vraiment quelqu'un d'un niveau supérieur. Et je suis pas certain que Lucas Pérez soit ce joueur-là. Il a mis un but en première ligue la saison dernière. Il a dû jouer approximativement un match, hein. C'est un peu comme Batshuayi. Donc c'est quand même, je suis pas certain que ce soit le joueur qui te fasse vibrer, qui te permette de franchir un palier à 28 ans en plus. C'est ça, Arnaud, il faut quelqu'un d'opérationnel. On en parle, tiens, tu es, on rappelle quand même préparateur physique de Consola. Cette donnée physique, j'imagine que quand tu regardes comme ça des joueurs sur le marché de transfert, tu l'intègres totalement. Est-ce qu'un joueur comme Lucas Pérez, c'est un pari et qu'en attaque, l'OM n'a pas le temps de relancer un joueur, ne serait-ce que physiquement, il faut quelqu'un qui soit prêt dès le début? Je pense que oui, pour intégrer rapidement, sachant qu'on reprend plutôt avec l'Europa League, et on parlait juste avant d'un Lucas Ocampos, est-ce que ça serait pas le même flop
parce que Ocampos à la base avait aussi du potentiel. Donc est-ce que ce Lucas Pérez ne serait pas dans ce registre-là? Parce que je crois que Ocampos il doit faire un 85. On est sur les mêmes registres. Il paraît assez technique au départ. Donc pour avoir un deuxième flop, je te dirais non. Il paraît technique au départ. Non mais c'est très bon, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait utiliser pour certaines personnes. Que Lucas Ocampos est un joueur YouTube. Tu es technique au départ, voilà. C'est une très belle formule. Tu es technique en jonglerie, des choses comme ça, mais après la technique de jeu, l'intelligence de jeu, c'est une autre forme de technique et c'est là où après on voit les différences. Je te cache pas que je vais te piquer cette formule et que je ne manquerai pas de la réutiliser, totalement avec des joueurs, tiens de l'AS Mazargues. Je ne manquerai pas de leur dire, vous êtes technique, mais au départ, attention les mecs. Autre dossier, Dimitri Cavaret. Ça fait pas rêver, on est d'accord. Latéral droit de Rennes, il est dans le loft chez les Bretons. Là où ça pourrait être intéressant, c'est que c'est un jeune latéral droit, tu en parlais tout à l'heure Clément, c'est un jeune latéral droit avec un petit salaire. Tiens, est-ce que ça pourrait être bien pour doubler le poste de Sakai? Lui, il accepterait de venir en tant que doublure. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Et Rennes ne va pas en demander grand-chose vu qu'il est dans le loft. Bah, pourquoi pas, oui, on parlait de Bakary Sagna, là c'est un peu le contre-exemple du jeune joueur qui a besoin un peu de temps de jeu, de progresser, qui demande moins de salaire. Moi je suis plutôt favorable à ce genre de profil pour en faire une doublure qu'un joueur de 35 ans dont on peut avoir des doutes sur sa capacité physique actuelle. Est-ce que Arnaud, il ne vaut pas mieux recruter un latéral droit comme ça en doublure de Sakai et vraiment pousser pour qu'un Boubacar Kamara, le fleuron de la formation phocéenne, ait sa chance dans l'axe, que ce soit là en numéro 6 où il est testé ou en défense centrale, voilà, de le voir un peu plus haut dans la hiérarchie des centraux, mais pas forcément utilisé à droite où c'est pas son poste d'origine. C'est ce que j'allais te dire, ça dépend sur quel poste souhaite utiliser Rudy Garcia Camara. Donc après, prendre un mec du loft d'un club qui est de seconde zone pour moi en Ligue 1, quel intérêt? Prendre un mec du loft du PSG à l'heure actuelle, de Monaco, comme ils avaient la doublure arrière droit de Sidibé qui était beaucoup plus limite plus forte que le numéro 1, oui. Mais là, à l'heure actuelle, prendre un joueur du loft d'un club comme ça, non. Albami Touré, ça va coûter très cher. Messieurs, il y a quand même un joueur à prendre dans un loft d'un autre club, on l'a proposé. C'est Rachid Ghezal qui n'a toujours pas re-signé à Lyon. On en parle beaucoup de sa prolongation. Il se retrouve libre. Aux dernières nouvelles, il aurait refusé d'ailleurs une proposition du club de Jean-Michel Aulas. Alors là, on va pas se mentir. C'est vrai que Ghezal, ça peut doubler et le poste de Payet et le poste de Florian Thauvin, mais ça peut surtout faire la nique à l'Olympique Lyonnais. C'est là où c'est intéressant. Est-ce que vous le signeriez, vous, Rachid Ghezal, là qui est libre? Il va avoir forcément une grosse prime à la signature, mais bon. Non, je le signe absolument pas. Et puis ça fait un peu cher le pied de nez, je pense, à Jean-Michel Aulas, puisque s'il n'a pas prolongé à Lyon, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur son nouveau salaire. Non, franchement, je suis pas. C'est un joueur correct, encore une fois, mais en plus, c'est absolument pas un poste où l'OM doit recruter en priorité, je pense. Avec Thauvin et Payet en titulaire, derrière, tu peux avoir du Cabella. Aujourd'hui, dans l'effectif actuel, tu as toujours Ocampos, Bounassar qui ne sont pas partis. J'ai apprécié, sache-le Clément, que tu mettes un petit temps d'arrêt avant de parler d'Ocampos et Bounassar. C'est très bien. Mais bon, concernant Cabella, Arnaud, est-ce que pour toi, un Ghezal, c'est plus fort ou moins fort que Cabella? C'est pas les mêmes joueurs. Dans un premier temps, on manque de gauchers en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. On parlait de joueurs du loft et à ce moment-là, ça serait intéressant de récupérer ce genre de joueurs dans les lofts comme Lyon, Monaco, etc. Donc moi, oui, je serais plutôt pour prendre un joueur comme ça qui est dans un registre totalement différent de ce qu'on a déjà. C'est pas un joueur de profondeur. Thauvin est un joueur de profondeur. Il pourrait jouer dans un 4-4 de losange comme il a pu évoluer à Lyon. Pourquoi pas? Après, tout dépend bien entendu des montants mis en jeu. J'ai pas eu de chance avec Lucas Pérez. Je vais donc retenter ma chance pour le dossier du grand attaquant avec un nom qui n'est pas encore sorti. Tiens, c'est Ciro Immobile, l'attaquant italien. Il s'est bien relancé. Il y avait eu une petite période un trou d'air après être parti à Dortmund, un transfert manqué, prêté à Séville, ça n'avait pas trop marché. Là, il s'est bien relancé avec une bonne saison à la Lazio Rome, donc un transfert aux alentours de 20 millions. On est dans les standards là, des Kalinic, des Baka, des Dembélé. Tiens, est-ce que Ciro Immobile, ça pourrait pas être finalement ce nom dont on n'a pas parlé et qui sort au dernier moment pour être le bon? Pourquoi pas? Alors je connais absolument pas sa situation aujourd'hui. Je sais pas s'il est sur le départ ou pas. Je ne crois pas. La Lazio
bien évidemment ne va pas vouloir le vendre, mais face à une proposition importante, ils ne vont pas non plus faire la fine bouche. C'est le propre d'un club qui n'a pas non plus des moyens exorbitants. Après, c'est un joueur très correct. Hein. C'est un mec qui a fait ses preuves durant des saisons en Serie A et qui a mis plus de 10 buts à de nombreuses reprises. Donc oui, c'est un joueur correct. Voilà, c'est pas un joueur de classe mondiale, mais c'est un très bon joueur en Italie. Donc je pense qu'il pourrait s'adapter au championnat français sans trop de problèmes. Arnaud, tu mets 25 millions d'euros Ouais, ça peut être la bonne idée. C'est un international, c'est un joueur qui connaît le très haut niveau, donc oui, pourquoi pas. Et ben voilà, on vous a peut-être facilité la tâche, messieurs les dirigeants. C'est pour nous, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. En attendant, nous, on passe aux questions-réponses. Les questions-réponses, même pendant l'été, même et surtout pendant les Mercatalks, c'est toujours la meilleure partie sur le Phocéen, car ce sont vos questions. Tiens, on démarre avec une question sur Facebook de Jérôme Vu. C'est définitivement mort pour William Vainqueur. Tiens, c'est vrai que là, avec Luis Gustavo et les performances séduisantes en match de pré-saison de Boubacar Kamara à ce poste de numéro 6, on voit pas trop ce que William Vainqueur et ses prétentions salariales viendraient faire dans ce nouvel OM. J'ai tort ? Non, comme tu le disais, je crois que le gros problème avec Vainqueur, c'est le salaire en fait. Hein. Il a un très très gros salaire du fait de son passage en Russie. Et dans l'effectif actuel, il serait plus amené maintenant à passer sur le banc ou à rentrer du moins dans la rotation, à ne plus être titulaire indiscutable comme il a été toute la saison dernière. Donc voilà, ça fait cher pour William Vainqueur et je le vois pas revenir. Non. Arnaud, j'ai l'impression que 2 mois de salaire de William Vainqueur, c'est le budget de Consola sur l'année, du club entier sur l'année, non ? Grosso modo 600 000 euros. Ouais, c'est ça. On y est. Voilà. Donc c'est son salaire à l'AS Roma, en plus, qui demande. S'il fait une donation, on prend. Hein. D'accord. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, s'il n'y avait pas eu de Luis Gustavo, oui, mais là, non, complètement non. Voilà, il ne faut pas non plus empiler les joueurs. Passer une question sur Twitter de Gaëtan 1331. Quels sont les pourcentages de chances pour Fanny, Ubokan et Betimo d'être Marseillais la saison prochaine ? Alors ils sont sous contrat et je pense que c'est une donnée qu'ils ont pleinement intégrée. Voilà, on va le dire comme ça. Si on leur demande, ils n'ont pas forcément envie de partir. Est-ce qu'il y a une chance de les voir partir ? Peut-être plus Ubokan que les deux autres, non ? Pour Bedimo, j'ai l'impression que ça va être très difficile de lui trouver une porte de sortie. C'est ça, je crois que Bedimo est plus ou moins invité à partir s'il trouve un club. Mais voilà, le problème, c'est d'avoir des clubs acheteurs. Et pour Ubokan et Bedimo, c'est ça. Ubokan, il a très très peu joué la saison dernière, donc il avait été mis en lumière. C'est difficile, on va pas dire de s'en débarrasser, mais difficile de leur trouver des lieux où atterrir. Il faut savoir pour Bedimo, par exemple, qu'il a des propositions lucratives de Turquie l'an dernier. Il les a refusées alors qu'il était en joueur libre. C'était une condition assez attrayante pour ces clubs-là. Il a refusé pour signer à l'Olympique de Marseille. Donc du coup, vu que ces offres-là ne se représenteront pas cette année, il ne fera aucun cadeau, aucune concession financière. Voilà, c'est pour vous indiquer un peu le raisonnement qui peut être celui des joueurs dans ce genre de situation, parce que en tant que supporter de l'OM, des fois on ne comprend pas pourquoi des joueurs ne partent pas, pourquoi ils sont prêts à flinguer leur carrière entre guillemets pour rester à jouer avec la réserve. Voilà, c'est un peu les raisonnements qui peuvent se trouver. Jobastre sur le forum, pourquoi Rokia n'a-t-il toujours pas de contrat pro ? Rokia, il a été très bon, ça a été le meilleur joueur, faut le dire, lors du dernier match amical de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on attend encore une opposition réelle ? Je ne veux pas être méchant avec nos amis roumains, tunisiens ou suisses, mais est-ce qu'il vaut mieux pas attendre peut-être le match de Fenerbahçe, voir un peu ce qu'il va donner face à des joueurs qui seraient susceptibles de rencontrer en Ligue Europa ? Oui, voilà, c'est un joueur qui joue avec les équipes de jeunes, avec la réserve. C'est pour ça qu'il n'a pas de contrat pro, tout simplement. Il faisait même pas partie du groupe pro l'an passé aux entraînements. Peut-être en fin de saison, il en a peut-être fait quelques-uns, je crois. Mais c'est pour ça qu'il a toujours pas de contrat pro. Ça se mérite. Faut être un peu patient. Et après, s'il fait de nouvelles prestations comme il a fait hier soir en match amical, a priori, ça peut être bon pour lui. Ah non, c'est un joueur, ça, s'il n'est pas pro à l'OM, à Consola, vous jetez dessus, non ? Oui, on récupère, bien sûr.
Quoi que vous avez pris déjà Gabriel Dubois, qui était à l'Olympique de Marseille, qui jouait arrière-gauche. Alors, il jouera défenseur central ou arrière-gauche On ne sait pas encore, ça dépendra un petit peu de sa préparation. Christopher Roquia, tu connais forcément parce que tu regardes un peu le foot et toutes les divisions dans la région. Est-ce que c'est un joueur, toi, qui t'impressionne? C'est surtout un joueur qui a eu des petites blessures, des petits pets. On l'a vu sortir d'ailleurs en Coupe Gambardella. Il avait travaillé 3 semaines pour revenir, pour être titulaire pour ce match-là. À l'heure de jeu, il a dû céder sa place. C'est un joueur un peu dont on dit que l'hygiène de vie pourrait être meilleure. Est-ce que quand on est préparateur physique, le défi pour des joueurs qui ont comme ça 18 ans, 20 ans, c'est là où ça se joue, ou il a encore un peu le temps de... Le problème, c'est que plus ils vont se blesser tôt, plus on va avoir du mal dans le temps, justement, à garder des joueurs sains. C'est-à-dire qu'après, il y a des cicatrices qui se font au fil du temps et on a du mal à chaque fois à passer outre ces cicatrices-là. Donc déjà, un joueur qui se blesse si tôt comme ça, je pense que ça effraie un peu les dirigeants. Là, j'ai des petits jeunes, moi, qui sont dans les centres, mais qui ont du mal à passer ce cap des pros parce que les directeurs sportifs leur disent « Oui, mais t'es trop fragile. On va pas prendre le risque d'eux. » Donc je pense qu'on est un peu peut-être dans cette situation-là pour lui, et à ce moment-là, c'est ce qui ferait que ça tarde un petit peu malgré le bon niveau. Margot Cabella, qui sera le nouveau capitaine de l'équipe? Bon, une grosse cote pour Patrice Evra. Quand même, ça devrait pas être Steve Mandanda qui s'est pas forcément incliné, qui a pas dit ça lui était égal, hein, qui a... Non, il a dit que le brassard avait beaucoup compté pour lui durant ses années précédentes à l'OM. Mais bon, après voilà, ce sera le choix de Garcia. Garcia dit qu'aujourd'hui il n'a même pas choisi son futur capitaine. C'est peut-être vrai, peut-être aussi qu'il attend d'avoir bouclé son effectif pour éventuellement le donner à un nouveau joueur. Si jamais Adil Rami vient dans l'axe, il peut également avoir le profil d'un capitaine, même s'il débarquera tout juste dans l'effectif. Ça veut aussi dire, messieurs, que Patrice Evra n'est pas assuré d'être titulaire, parce que sinon ça devrait être en toute logique Patrice Evra, non? Voilà, je sais pas, franchement je sais pas, je pense que ce sera un joueur expérimenté, ce sera probablement pas Luis Gustavo parce qu'il ne parle pas français et qu'il a peut-être quelques petits soucis de communication. Voilà, ce sera sûrement derrière un joueur expérimenté. Ouais. On peut quand même savourer là-dessus, sur ce dossier, que ce soit Rudy Garcia qui prenne les choses en main, qui le fasse tourner pour les matchs de pré-saison, voilà. Parce que ce côté vote des joueurs, on paye quand même des gens pour qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait une organisation dans un club. Je sais pas vous, mais moi, ces dernières saisons, ce côté vote des joueurs, ça m'avait un peu consterné. Et c'est pas juste pour tirer sur la précédente direction à l'Olympique de Marseille, qui avait, on se rappelle que le précédent groupe l'an dernier avec Franck Passy avait voté pour Lassana Diarra, ce qui était révélateur quand même de certaines choses. Mais c'était aussi le cas au niveau de l'élection de Mandanda, que j'avais trouvé, c'était un vote des joueurs au départ de Mamadou Niang. Alors que, et ça avait un peu la vraie cassure, par exemple avec Lucho est intervenu plus là-dessus, il s'en était d'ailleurs expliqué en interview, que plus tard avec son fameux cambriolage. Vincent Régnier sur Facebook, pensez-vous que l'on peut s'attendre à d'autres pistes secrètes comme le cas Luis Gustavo? Nous gratifie d'un petit Forza Massalia, toujours plaisir. Oui, je pense qu'ils sont capables de travailler discrètement via des intermédiaires. Il y a des listes de fait, il y a des joueurs sur lesquels l'OM bougera peut-être qu'en fin de mercato, notamment sur le marché espagnol. C'est rassurant ça, parce que c'est vrai que c'est à quoi sert Zoubi, ça doit être un peu pénible à la longue, non? Surtout que Zubizarreta n'est pas le seul à travailler sur le mercato. Voilà, lui, il doit aussi gérer toute l'organisation, la réorganisation même interne au club. Et sur le mercato, il est épaulé par Albert Valentine, qui est arrivé en fin de saison dernière et qui lui cherche de nouvelles pistes. Et du coup, pour répondre à la question, oui, des pistes secrètes, oui, je pense qu'il peut y en avoir. Et du coup, c'est difficile d'y répondre puisqu'elles sont secrètes. Donc. Par définition. Arnaud, il y a des pistes secrètes aussi à Consola. On commence à le voir. Vous commencez à reprendre tous les anciens centres de formation de l'OM. On parlait de Gabriel Dubois. Il y a Clément Goguet qu'on avait reçu sur ce plateau. Il y a aussi Kevin Pommier qui a fait de belles saisons en réserve, qui était parti à Aubagne, je crois. C'était Aubagne l'an dernier, ouais. Et qui rejoint Consola. On peut y rajouter Rémi Sergio, buteur, qui était passé... On en a pas mal. On a Mendy aussi, Prince Mendy, de son surnom. On a pas mal de joueurs qui sont passés par ce cursus-là. Marek Amiri, Fabien Barillon, tous ces jeunes ont été formés à l'OM dans les équipes de jeunes. Et on les récupère aujourd'hui parce que c'était les déchets un petit peu
de ce centre de formation. Je sens que tu leur dois leur dire. En les respectant, ouais. Tout en les respectant. Donc il y en a encore là qui vous intéressent. Vous allez pouvoir récupérer par surprise 2-3 joueurs de... On a fait, je pense, un recrutement cohérent cette année où on récupère des vrais joueurs de national. Quand je dis des vrais joueurs, c'est des joueurs qui ont de l'expérience de ce niveau, ce qui nous manquait peut-être pour passer un cap. Donc on a récupéré Ibrahima Sakho qui était à Boulogne, Maguette Ndiong qui était aussi à Bastia, qui c'est des joueurs qui sont passés par Dunkerque. Et on va récupérer Tamboura, il me semble le nom, qui était à Boulogne, à Dunkerque. Voilà, donc c'est des vrais joueurs alors qu'avant on recrutait un peu régional. Voilà, donc on s'étoffe un petit peu. On verra bien sûr ce que ça donne tout au long de la saison avec René Malville qui ne manquera rien des matchs à domicile. Frankou, un nom bizarre. Si la saison devait se dérouler avec l'effectif actuel, incluant Rami, le top 3 serait-il envisageable ? Très bonne question, parce qu'elle inclut du coup notre ami Lucas Ocampos, mais aussi d'autres pépites. Pourquoi pas. Après, l'effectif va être amené à évoluer de toute façon. Donc l'OM ne débutera pas la saison avec l'effectif actuel. Après, jouer à 3e place, pour moi, ça paraît envisageable cette saison. Puisque je vois bien Nice un peu moins fort que la saison dernière. Et ils vont perdre quelques joueurs importants quand même. Il y a Belanda qui est parti. Ricardo Pereira qui rentre au Portugal. Ils vont sûrement perdre... il y a Paul Bays qui est parti. Paul Bays est parti en fin de contrat. Ils vont perdre Seri, probablement, Jean-Michel Seri. Donc je pense nice, que ça baisse. Lyon a quand même perdu Lacazette et Tolisso. Voilà, même si Lyon est quand même assez actif sur le marché des transferts. Je pense qu'il peut y avoir il y a aussi une inconnue avec tous ces départs. Et Monaco, c'est un peu. J'en parlais avec un confrère l'autre jour qui me disait Monaco, ils sont un peu sur un fil, ça peut vite s'écrouler si tout le monde commence à s'en aller. C'est surtout s'il y en a un qui s'en va. S'il y en a un qui reste, il s'appelle Kylian Mbappé, il peut rester, ils peuvent mettre 10 mecs moyens à côté. Je pense que ça. Ouais, il y a d'autres joueurs. S'ils perdent Fabinho en milieu de terrain alors que Bakayoko s'en va à Chelsea, visiblement, ça peut les mettre en difficulté. Si Benjamin Mendy s'en va, ça peut aussi les mettre en difficulté. Il y a le Calémar. Mais en tout cas, je pense que l'OM peut au moins jouer la 3e place. Voilà, ça peut être une bataille intéressante avec Lyon pour la 3e place derrière Paris et Monaco en théorie. Et Paris qui ne s'est pas forcément non plus très renforcé. Il y a juste Dani Alves, ok, mais c'est un poste, ça reste un arrière droit. Ils en avaient déjà 2 dans l'effectif, notamment Meunier, qui avait donné satisfaction. Une question sur le forum de Job 314. Tiens, Job 314, je crois que c'est un clin d'œil à Mission Impossible. Tout à fait, le premier même. Le meilleur, celui de Brian De Palma, qu'on embrasse, qui nous regarde, qui ne rate pas une émission du Mercatalk depuis sa maison du sud de la France. Voilà, je vous donne tous les détails, vous savez tout sur la vie de Brian De Palma, sur ses étés. En tout cas, verrons-nous Camara en défense centrale cette année, ou est-il vraiment trop jeune pour ce poste clé ? Tiens Arnaud, est-ce que pour toi, Boubacar Camara, l'a vu ? On parlait tout à l'heure de la situation. Imaginons qu'il n'y ait que Adil Rami qui renforce l'équipe en défense centrale. Est-ce que tu vois un Boubacar Camara griller la politesse à tout le monde, à savoir à Sertic, à Rolando, à Fanny, pour s'installer à côté d'Adil Rami ? Est-ce que c'est possible ? Mis à part Sertic qui peut jouer de la concurrence, je pense que oui. On a vu Kipembe au PSG qui est assez jeune et qui a joué contre le Barça, donc avec son jeune âge et toute sa fougue. Donc oui, bien sûr, c'est là où il faut lancer un peu les jeunes. On l'a tenté avec Maxime. Malgré toutes les recrues, on compte encore sur lui. Il avait le brassard sur l'avant-dernier match amical. Donc oui, ça peut être intéressant. Il faut au moins l'essayer. De toute façon, après tous les épisodes, après la signature de son premier contrat pro, maintenant qu'il est dans le groupe, ce serait dommage de ne pas le tenter en début de saison, ou peut-être sur les matchs de Ligue Europa, de le tenter dans l'axe. Mais voilà, au pire, il est moins bon qu'un Sertic ou qu'un autre, et il sera dans la rotation, où il rentrera à droite, peut-être en milieu de terrain. Mais il faut absolument voir ce que ça vaut. Physiquement, c'est quand même séduisant. S'il y a une charnière Rami-Camara, je pense que les attaquants de Ligue 1, même les plus costauds, ça leur donne quand même un peu mal à la tête, parce que ça rentre dans les duels. Tony Azoulay sur Facebook, les dirigeants. Donc il nous parle de Zoubi, Garcia et Jacques-Henri Hérault. Envisage-t-il de prêter des joueurs ? Question très intéressante, puisque forcément le journal des prêtés ne compte plus aucun candidat à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir en prêt pour Baptiste Allo et par exemple un 3e prêt à Valenciennes? Ça serait quand même un peu délicat. Je pense qu'il ira de manière définitive. Mais est-ce que un Rabillard finalement qui n'a pas réussi à convaincre en Ligue 2 peut-il partir en prêt? Est-ce qu'il y a des joueurs est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent intéresser Consola aussi? Pourquoi pas en prêt? Oui, toujours. Après, si ce sont des joueurs du groupe pro, c'est un peu plus délicat pour eux de venir en national. Je pense qu'il y a de la Ligue 2 qui serait un peu intermédiaire à tout ça. Donc oui, nous, on serait toujours intéressés. Après, est-ce qu'eux le seront? Même pas au Campos. Ah oui, on prend, bien sûr. Sur un malentendu, il marque des buts de double contact, c'est bon. Lucas Ocampos, c'est peut-être le principal nom là-dessus qu'on peut voir, parce qu'un transfert, ça semble difficile. Peut-être un nouveau prêt en Serie A, c'est peut-être le candidat le plus... Je pense que la question des prêts se posera plutôt au mois d'août de toute façon, puisque là pour le moment la priorité c'est d'essayer de les faire partir en transfert définitif, de se libérer de leur salaire, de se libérer des joueurs. Et voilà, par contre après à partir du 15 août, s'il n'y a aucune piste, il y aura peut-être plus de clubs preneurs pour certains cas en prêt, peut-être avec une participation salariale de l'OM. Et voilà, ça donnerait du temps de jeu aux joueurs, ça soulagerait un petit peu le club, tout le monde y serait gagnant. Mais en général, les prêts, ça se fait pas aussitôt dans le marché des transferts. Il faudra être patient, mais n'ayez crainte, le journal des prêtés sera au rendez-vous. C'est la fin de cette émission, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, merci d'y avoir participé. On se retrouve bientôt. Prochain match pour Consola de préparation. Je crois que c'est samedi au stade Paul XVI. Qui intéresse aussi l'Olympique de Marseille, mais pour d'autres choses. On le rappelle, donc près dans le quartier de Bazargues, match contre le Gazélec, c'est ça? Gazélec à 17h. Gazélec Ajaccio, formation de Ligue 2. Je vais vous y rendre, 17h, stade Paul Le 16, l'ancien stade de réserve de l'Olympique de Marseille, pour voir Consola Gazélec Ajaccio. Clément, bon courage, il y a aussi beaucoup de boulot là sur le mercato. Oui, puis bientôt la reprise en plus, dans 2 semaines. Demain le tirage de la Ligue Europa et puis dans 2 semaines ça commence quoi. Un tirage que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur Le Phocéen. Salut à tous.